drogue entre le territoire français et le territoire mexicain. Il convient ainsi d'interroger des études qui peuvent concernant les représentatifs niveau de consommation et explication de ces différences et de ces similitudes. Euh, donc le prohibitionnisme en France, il s'est établi juridiquement de façon solide avec la loi du 31 décembre 70 relative aux mesures sanitaires euh, de lutte relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses. Le préambule de la loi affirme, je cite, que toute personne usant d'une façon illicite de substances classées comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire. Dès lors, en fait, cette loi, qui sera le noyau dur en fait du modèle prohibitionniste français, euh, posera en fait un enjeu principal qui continue d'être d'actualité, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui sera en fait la coordination d'une part de logique répressive et d'autre part de logique préventive. Avec donc d'un côté des acteurs répressifs, donc notamment la police, et d'autre part des acteurs sanitaires et sociaux qui seront plus justement dans des logiques de prévention et de réduction des risques. Cette loi, elle approfondit des anciens textes visant à limiter l'usage de substances psychotropes. Elle instaure en particulier l'interdiction de l'usage de stupéfiants, la provocation à l'usage, une répression dure en matière de trafic de drogue et une obligation de soins gratuite et anonyme pour le consommateur et l'usager. La consommation de la prohibition en France, juridiquement, n'est pas sans lien avec l'échelle internationale, c'est-à-dire avec l'évolution des conventions internationales, la naissance et les évolutions des conventions en matière d'encadrement des drogues. Essentiellement, donc on a la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Et donc, en France, comme à des organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé, la conception de la santé publique va évoluer. Elle va évoluer et l'usager de drogue, au fil du temps, deviendra un acteur de sa santé. Et comme tout à chacun, il doit avoir le droit de protéger sa santé. Donc, c'est un droit qui fait partie de tous les droits humains, qui est un droit fondamental. La santé publique, qui était auparavant invoquée pour justifier justement le modèle prohibitionniste, pour justifier, notamment dans le cas mexicain, le cas de la guerre à la drogue, va imposer en France sa logique propre. Et à l'ONU, par exemple, donc l'UNODC, l'instance qui est chargée de la lutte contre le trafic de drogue et de la criminalité organisée, en prendra acte en recommandant des programmes de réduction des risques qui petit à petit vont s'inscrire justement dans les politiques publiques de prévention en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie. La loi française n'a été modifiée depuis que pour renforcer la répression du trafic. Et c'est à noter, la loi de décembre 87, elle accentue la répression du trafic de drogue en alignant les peines pour trafic en bande organisée sur des peines de législation comme la législation antiterroriste. La législation française en matière de prohibition, elle a eu des effets différents selon les cibles. Concernant les usagers, on a eu peu d'évolution, et la prohibition va constituer en fait paradoxalement une entrave à la mise en œuvre du volet sanitaire qui est censé accompagner le consommateur de stupéfiants. Donc on aura des contradictions avec la logique de réduction des risques qui a commencé à s'imposer progressivement à ce même moment. Le décret Barzac en 87 qui libéralise la vente de seringues posait parfois des problèmes quant à la coordination d'une part de l'action policière et d'autre part euh, d'acteurs de la réduction des risques, notamment les associations d'usagers et les acteurs sociaux et sanitaires. Et donc on aura progressivement en fait un passage, une évolution d'un modèle de prohibition à un modèle qui inclura des dispositifs de réduction des risques et des dommages. Donc c'est une inclusion qui sera progressive de dispositifs
à l'image des salles de consommation à moindre risque. On aura, comme dit précédemment, une nouvelle conception de la santé publique où l'usager de drogue deviendra, entre autres, un acteur de sa santé. L'ouverture, par exemple, de salles de consommation va montrer en fait la volonté de vouloir étendre les rencontres et l'accessibilité aux outils des outils et des aides aux usagers. C'est-à-dire que la consommation sera prise en compte et les différents modes de vie qu'elle génère aussi. La loi du 26 janvier 2016, donc de modernisation de notre système de santé, de modernisation du système de santé français, euh, aura aussi donc un champ d'action concernant les drogues licites et illicites. Elle renforcera les pouvoirs des policiers municipaux en matière de contrôle et de sanctions dans le cadre, par exemple, de la lutte contre le tabagisme et l'interdiction de vente du tabac aux mineurs. Et entre autres, donc la loi du 26 janvier 2016, dans son article 41, précisera ce qui relève de la réduction des risques et des dommages, et elle prévoira que cette politique de réduction des risques, elle s'applique également à certains types de populations comme les détenus. Euh, progressivement, on aura l'élaboration de politiques publiques qui vont inclure des dispositifs de réduction des risques. Et donc l'économiste des drogues, Christian Ben Lagdar, dans un article de 2017, va interroger en fait la question des politiques publiques à travers une variable, à travers un critère qui est le coût-bénéfice. Les politiques publiques de gestion des risques liés à la drogue, elles comprennent, selon lui, quatre piliers, quatre volets majeurs. Un premier pilier qui est un pilier répressif, un second pilier qui est le pilier de la réduction des risques, un second pilier qui est celui de la prise en charge sanitaire, et un autre pilier qui est celui de la prévention. Et justement, ces quatre piliers à évaluer, pour lui, enfin, le principe majeur avec ces quatre piliers, c'est justement leur évaluation, parce que c'est en évaluant ces quatre piliers qu'on peut avoir une idée précise des avantages et des intérêts des politiques publiques d'aujourd'hui en matière de prévention et de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Et la première difficulté, justement, dans les politiques publiques françaises actuelles, elle est d'abord méthodologique. C'est-à-dire qu'il faut estimer les risques, il faut estimer les risques même liés justement à la consommation de drogue et au trafic de drogue. Et les programmes de prise en charge, de prévention et de réduction des risques sont limités justement dans ces estimations, puisqu'encore une fois, d'une part, ça reste des estimations, et d'autre part, ce sont des estimations qui ne font pas de façon très nette la distinction entre les drogues licites, donc alcool et tabac, et les drogues illicites, notamment la cocaïne, le crack, donc qui est la cocaïne basée, et la MDMA. Et d'autre part, concernant le volet plus répressif, évaluer la part des ressources policières, de gendarmerie, de douane et de justice concernant la lutte contre les conduites addictives illégales, ça relève aussi de l'estimation. Et donc, à la fin, on a un travail sur des bases de données qui ne sont pas forcément solides, stables et constantes. Donc, l'économiste Christian Badlagtar va pointer la limite des dispositifs de répression en montrant que ce sont des dispositifs qui ont pour but d'inciter le trafiquant revendeur à, je cite, imposer une prime de risque sur son prix de vente et ainsi rendre son produit moins attractif car plus cher. C'est-à-dire, en d'autres termes, en fait, plus le produit est risqué dans sa production, plus il est risqué de produire un certain type de drogue, plus le prix du produit va augmenter et donc plus la demande sera faible. Enfin, la demande baissera en conséquence. Et en matière de politique de prévention, Christian Belagdar sera assez critique justement dessus. Concernant la répression, il expliquera que c'est un volet qui a des effets contre-productifs pour désinciter à la vente et à la consommation. Et en matière de prévention, il décrira justement les politiques de prévention comme étant, il décrira la prévention comme le parent pauvre de la politique de lutte contre les conduites addictives, précisément puisque les différents types de prévention qui existent mobilisent différents types d'acteurs et donc impliquent une coordination qui est importante. Donc, il est nécessaire d'abord de faire la distinction entre les préventions primaires qui
vont cibler des populations plutôt générales, des dispositifs de prévention secondaire qui vont cibler plutôt les jeunes ou des populations comme les femmes enceintes, et enfin des publics cibles, pardon, et les dispositifs de prévention tertiaire qui s'intéresseront plutôt aux populations présentant déjà le comportement à prévenir. Donc ce seront des usagers, des malades ou certains prisonniers. Et d'autre part, justement, les limites des politiques de prévention résident dans leur manque de clarté et dans le brouillard qui entoure un peu leur objectif. L'action de prévention, est-ce qu'elle doit avoir une visée purement informative ou est-ce qu'elle doit aussi avoir des effets plus concrets sur le comportement du public cible? Et justement, bah, les différents acteurs qui sont en charge justement des dispositifs de prévention n'ont d'une part pas forcément les mêmes objectifs, et d'autre part, étant donné qu'ils sont sur des publics cibles différents, ils auront des difficultés à coordonner leurs actions. Un second article, justement, de trois chercheurs, donc Thomas Kerr, Will Small et Evan Wood, en 2005, euh, va en fait faire une analyse des impacts sociaux et pour la santé publique de la répression du marché des drogues licites et illicites. Et notamment, donc dans leur article, ils vont mettre en évidence ce que Christian Ben Lagdar critique, c'est-à-dire en fait les risques de rencontres contradictoires entre d'un côté le travail policier et d'autre part justement le travail d'acteurs sanitaires et sociaux qui vont à la fin ben, rendre le volet répressif de certaines politiques publiques contre-productif pour désinciter à la consommation. Et parce que justement, l'approche répressive va interagir avec, voire modifier des pratiques dans l'environnement des risques des consommateurs. Et donc à ce moment-là, justement, l'intérêt du travail de ces trois chercheurs dans leur article, pardon, c'est de montrer que, en tout cas, au sein des politiques publiques françaises de prévention des drogues et des toxicomanies, euh, il est nécessaire, il y a une condition sine qua non qui se pose, qui est celle de travailler sur des données et sur des données fiables avec une méthodologie qui est fiable avec, donc, en l'occurrence, un certain recul. Euh, euh, tatin, alors, la slide veut pas. Ok. Euh, alors, en l'occurrence, par exemple, dans ce graphique donc, qui a été réalisé avec donc les sources, donc les données du baromètre santé, donc de 92 jusqu'à 2017, et les données de Santé publique France. Donc un graphique qui retrace l'évolution de l'usage dans l'année des principales drogues illicites autres que le cannabis. Donc parmi les 18-64 ans, en pourcentage, on peut constater en fait une hausse de la consommation de cocaïne. Donc en l'occurrence, alors, c'est pas expliqué dans le détail, mais dans la courbe de la cocaïne, on peut imaginer qu'elle inclut justement le crack, donc une cocaïne basée. Et on peut constater aussi, au-delà d'une chute en 2010, une montée de la MDMA ecstasy, qui serait en l'occurrence une drogue par ses effets plutôt consommée, par exemple, dans des milieux festifs. Et justement, en France, c'est précisément dans certains milieux festifs ou dans, par exemple, des soirées techno qu'on a des dispositifs de prévention et des dispositifs de réduction des risques, des dommages, qu'à travers des conseils, des informations qu'on peut retrouver. Euh, donc, en d'autres termes, s'il n'est pas possible d'empêcher à des personnes en milieu festif ou en soirée techno de consommer de l'ecstasy ou de l'MDMA, à minima, on va essayer d'encadrer, de réguler, de suivre cette consommation à travers de l'information, à travers du conseil, à travers la présence justement de médecins, d'infirmiers qui peuvent contacter les urgences si nécessaire. De même ici, en l'occurrence dans ce graphique qui a été réalisé avec les données du baromètre santé et de Santé publique France,
qui traite de l'évolution de 2000 à 2017 des usages de tabac, d'alcool et de cannabis chez les adultes en pourcentage. L'usage régulier, en l'occurrence dans les enquêtes de traitant justement des questions de drogue, de façon générale, et bien que cela puisse changer selon certaines études, et se définit par le fait d'avoir consommé au moins 10 fois un certain produit dans un mois, c'est-à-dire dans 30 jours. Et donc, on peut constater une baisse au fil du temps de la consommation régulière d'alcool, mais en parallèle, une hausse de l'expérimentation de cannabis. Donc, en l'occurrence, une hausse de 20 points entre 2000 et 2017. Ce qui peut nous interroger, par exemple, sur les représentations sociales que des groupes sociaux peuvent se faire concernant le produit qu'est le cannabis, avec un certain recul quand même, notamment sur la tranche d'âge sur la tranche d'âge justement qui est choisie pour ce graphique, puisque ce tranche d'âge qui est quand même relativement large, de 18 à 64 ans. Donc évidemment, après, tous les groupes sociaux en matière de génération ne se valent pas forcément. Maintenant, on va parler du cas mexicain. Et dans l'époque préhispanique, c'est distingué grâce aux peuples autochtones et à leurs us et coutumes ancestraux. Ils ont réussi à maintenir un mode de vie selon leurs croyances. Il y avait des peuples comme les Huichols qui consomment des peyotes, les Mazatecos qui consomment des champignons hallucinogènes et les Aymara qui consomment des feuilles de coca. Et dans la conquête, la situation de la drogue au Mexique a radicalement changé. Du point de vue de la sociologue Nora Pérez Rayón, la disqualification de tous les usages ancestraux de la drogue a commencé dans la conquête faite par les institutions ecclésiastiques de l'Espagne. La conquête a changé la perspective de la drogue sur trois points principaux, car en premier lieu, tous les drogues traditionnelles qui étaient les coutumes des différents peuples ont été interdits. Les médecins traditionnels avancés de ces cultures également. Deuxièmement, les plantations se sont concentrées sur les drogues à la mode dans l'Europe, notamment les cafés et les tabacs. Et troisièmement, la consommation d'alcool a été promue dans la population indigène pour modifier son comportement et comme moyen de contrôle politique et social, dans le but de forcer l'abandon d'autres drogues. Après, dans le Mexique indépendant, il n'y avait pas de politique prohibitionniste. C'était un marché ouvert régulé par l'État. Et les trois drogues les plus consommées étaient l'alcool et le cannabis. Et ces derniers considérés comme une drogue de pub. Après, et dans le Mexique post-révolutionnaire, jusqu'à les années 1920, il était possible de trouver toutes sortes de substances. La plupart des drogues étaient vendues dans les grandes villes du pays. Et après, au cours des années 1920 et 1930, le Mexique rejoint les fervures prohibitionnistes qui déferlent sur les États-Unis. Des substances telles que le cannabis ou la cocaïne, auparavant disponibles dans n'importe quelle apothicaire, devient un problème social. Les dispositifs d'interdiction sont complétés par les contenus du nouveau code pénal au Mexique promulgué en 1929 et après en 1930 le règlement fédéral sur les toxicomanies est entré en vigueur dans lequel un toxicomane est défini comme une personne qui, sans but thérapeutique, est un utilisateur habituel des drogues indiquées par les codes de la santé, exhortant la population à dénoncer tous les cas de toxicomanes, avec l'idée de les réhabiliter obligatoirement. De même, il autorise les médecins à prescrire des médicaments à l'aide de certains formulaires. Et on a eu un petit brève légalisation de la drogue sur 5 mois. Je parlerai sur ces cas dans la prochaine diapositive. Et après, on a eu des signatures de traités internationaux.
Et en 1949, sous le gouvernement d'Avila Camacho, le Mexique a signé le protocole de Paris pour contrôler diverses substances psychoactives non incluses dans la Convention de 1931. Et dans cette période de 1960, il y a eu une croissance excessive de la demande de cannabis sur le marché américain. Et ça a renforcé les trafiquants de drogue mexicains. Et le Mexique devient le principal fournisseur de l'herbe. Et, et après, au début des années 1990, dans le cadre de la politique de certification, le gouvernement mexicain doit gagner la confiance et, et les Américains lui donnent la tâche de démontrer qu'il est capable de donner une grande coupe de portée au narcotrafic. Après, dans l'an 2008, Fox va ratifier la position du gouvernement mexicain en question de la poursuite du trafic illicite de stupéfacients. Et c'est pour ça que la stratégie du gouvernement mexicain s'incorpore dans le programme national de contrôle des drogues. Et dans le document, ils disent que le gouvernement mexicain luttera contre le trafic de drogue de manière organisée et conjointe, planifiée, coordonnée, avec des résultats plus grands et meilleurs pour la société, et une politique de tolérance zéro sera appliquée et luttera avec ressources ces phénomènes sous tous ces aspects. Au début du XXe siècle, la guerre contre le narcotrafic va commencer. Et Et chaque fois, il va s'intensifier à chaque fois. Et après, on va parler des petits cas mexicains. Et en 1940, et Lázaro Cárdenas a promulgué un règlement fédéral sur la toxicomanie dans lequel divers décrets punitifs ont été éliminés. Ces décrets qui considèrent la consommation, la possession et la vente de drogue comme un crime. La position de Lázaro Cárdenas visait à cesser de considérer les dépendances comme un crime et à commencer à les aborder comme un problème de santé publique. Et il a suggéré un projet de réinsertion sociale comprenant l'éducation, traitement et soutien psychiatrique. Et les toxicomanes devaient être enregistrés auprès des autorités et avec leur numéro d'enregistrement et une ordonnance de leur médecin, ils pouvaient acheter des médicaments dans n'importe quelle pharmacie de la capitale du pays. Et comme résultat positif, il y a eu moins de 80% des activités illicites des marchés noirs sont tombées. C'est-à-dire, il y a eu un base important du crime organisé dans les marchés noirs de drogue. Et après, l'initiative a été retirée pour la pression du gouvernement américain, notamment d'un personnage qui s'appelle Harry Anslinger, qui a été le premier commissaire du Fédéral de Narcotics Bureau. Et une agence chargée de sanctionner la consommation de drogue qui s'est caractérisée par la mise en œuvre de politiques prohibitionnistes. Et sous la pression américaine, le 3 juillet 1940, le journal mexicain va publier les décrets qui suspendent la validité du règlement fédéral sur la toxicomanie. Et la mesure a été justifiée en arguant qu'en raison de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de grandes difficultés à acquérir acquérir de la drogue. Et, mais maintenant, on va parler de la consommation de drogue au Mexique chez les étudiants. On peut regarder pendant les années 1960 et
2000, le Mexique a été considéré comme un pays de transit de drogue. Il n'avait pas de problème de consommation. Après, le Mexique commence à avoir une croissance de la consommation de stupéfiants en l'an 2000. Et en 2006, quand la consommation a commencé à augmenter, sous l'argument de la protection de la santé de la jeunesse mexicaine, le président Calderón a lancé la guerre contre le trafic de drogue. Mais après, l'augmentation la plus marquée s'est produite en l'an 2006 à l'an 2012. Paradoxalement, les années où la consommation de cannabis a augmenté le plus au Mexique sont celles où le gouvernement a décidé d'adopter la stratégie la plus répressive qui consistait à militariser le pays. Et après, ce graphique, c'est un graphique des étudiants au Mexique, donc ça est beaucoup plus important parce que ils sont quand même des étudiants. Et après, on peut voir qu'il n'a pas réussi à arrêter la consommation entre les gens. Et, et aussi, bon, dans le cadre de la guerre contre le narcotrafic, le gouvernement mexicain a fait un usage excessif de la prison. Et en 2007, le président Felipe Calderón a promu un projet de loi pour poursuivre le trafic de drogue à petite échelle. Le cas du cannabis attire particulièrement l'attention car à des doses supérieures à 5 grammes, et vous pouviez être condamné à la prison. Et dans ces processus, aucune distinction n'était jamais faite entre les toxicomanes, consommateurs occasionnels, consommateurs normaux ou trafiquants de drogue. Et Et après, en 2012, 20,5% de la population carcérale était condamnée pour trafic de drogue en possession de cannabis. Cela a contribué à stigmatiser les consommateurs qualifiés de criminels et provoquer également une surpopulation carcérale. Par la suite, les effets collatéraux ou pervers de la guerre contre le trafic de drogue sont négatifs dans tous les aspects. Chaque mandat présidentiel depuis le début de la guerre, il y a plus de 100 000 morts, plus de 40 000 disparus et des milliers de personnes déplacées par la guerre. Une augmentation de 600% de violations des droits de l'homme et une augmentation générale de la consommation de tous les stupéfacients. Et après, on dépense des 57 millions de dollars en sécurité et aucun résultat positif pour la société mexicaine. Maintenant, si on parle de stigmatisation française sous ce contrôle social, on peut parler du cas du cannabis parce que malgré la stratégie répressive, la consommation est en train d'augmenter en France, au Mexique. Et grâce à ces graphiques, nous pouvons observer l'ouverture de la société pour une éventuelle légalisation du cannabis. Nous pouvons observer qu'au Mexique, environ 70% de la population accueille favorablement une légalisation avec des permis et des réglementations, alors qu'en France, seulement 44% de la population maintient une position favorable. Le cas du Mexique est particulier car le gouvernement mexicain, il est obligé d'avoir une nouvelle loi qui réglemente les substances du cannabis parce que les réglementations prohibitives précédentes ont été déclarées inconstitutionnelles par les pouvoirs judiciaires, exhortant les législateurs à faire une nouvelle loi. Dans ce cas, on part d'impression
entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et si on parle de société, on voit que la société mexicaine, c'est un peu plus ouvert à l'idée de faire une nouvelle loi de légalisation du cannabis. Et aussi, il y a dans les deux pays un certain stigmatisation sur les types de personnes qui consomment du cannabis, et notamment des classes sociales et pauvres, et un consensus sur parler d'une nouvelle loi. Et dans le statut de les pouvoirs d'avoir un type de... Mais par contre, quand on parle de contrôle sur les consommateurs, il me semble que maintenant, malgré les politiques prohibitionnistes, et la jeunesse continue à consommer de la drogue. Et donc, je crois que le fait d'avoir un peine de consommation, maintenant, c'est pas, il n'y a pas, il n'a qu'un effet dissuasif, c'est ça. Les jeunesses continuent à consommer du cannabis malgré la politique prohibitionniste, et maintenant ça nous montre qu'il n'a aucun effet dissuasif de la politique prohibitionniste ou interdit la consommation de la jeunesse. Et maintenant, on va parler en comparaison des lois système répressif, et on va dire qu'on observe certaines similitudes, et le modèle pénal mexicain est un plus coercitif puisqu'il inclut les recours aux forces armées. Et en France, il y a une loi, mais aussi une coordination limitée. Il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Et par contre, au Mexique, on a vu qu'il y a plus de 60, de 600% d'augmentation des violations des droits de l'homme. Et maintenant qu'on en parle del modèle de prévention et de réduction des risques, et dans les deux pays, ce sont en cours de développement. Au Mexique, il existe une combinaison de secteurs privés et publics qui offrent des services, mais l'accès aux premières nécessite une somme d'argent considérable, ce qui rend difficile l'accès. Et par contre, en France, les salles des choses sont arrivées avec 30 ans de retard par rapport aux autres pays européens, et ils sont en train de se développer. Maintenant, si on parle de consommation, le cas du Mexique retient l'attention parce que tous les drogues, toute la consommation de drogues sont en augmente et son augmentation depuis 2006, particulièrement le cannabis. Et en France, cela dépend de la substance, mais bien qu'il y ait une politique prohibitionniste, cela continue d'être les pays qui consomment le plus de cannabis en Europe. Et, et maintenant, si on parle de trafic, les cas mexicains représentent la croissance excessive de différentes organisations criminelles, considérées comme les principaux fournisseurs de drogue du gouvernement américain. euh, Par les gouvernements américains. Donc, les trafiquants mexicains sont en train d'avoir plus d'influence au niveau national et international. Et il y a des fois qui représentent une menace d'instabilité pour le gouvernement mexicain. Aussi, il y a un cas grave de l'ancien secrétaire de la sécurité au Mexique, Genaro García Lunas, qui sera jugé par un juge américain.
et peut-être qu'il donnera des informations pour savoir à quel point le trafic de drogue est profondément enraciné dans les institutions mexicaines. Enfin, c'est très grave. Et par contre, en France, le trafic est moins développé et est représenté par des petits gangs criminels. Et c'est ça. Dans le cas mexicain, je ne trouve pas euh, un sujet positif. Dans le cas français, on peut parler qu'il y a un tas de consommation stable ou à la baisse dans quelques substances. Et, et aussi un trafic de drogue moins développé. Et c'est ça. Et pour conclure, on va donner cette politique en matière de drogue parce que c'est un modèle intéressant de politique de drogue. C'est le Suisse qui nous montre comment trouver un équilibre favorisant une approche santé. Il considère les coûts sociaux et sanitaires des différentes politiques de drogue en tenant compte qu'un marché noir non régulé et un marché légal non régulé peuvent avoir les mêmes coûts sociaux et sanitaires en cherchant à avoir un point optimal de protection optimale de la santé. Et on doit faire une combinaison entre les politiques pour trouver une protection optimale de la santé. Et je crois que, comme on a vu dans les petits 5 mois au Mexique, je crois que cette protection optimale de la santé, c'est une meilleure idée qu'une stratégie très répressive. Et au Mexique, on a vu des résultats, on n'a pas vu de résultats positifs. Et par contre, je crois que chercher la protection optimale de la santé peut avoir des conséquences un peu plus positives sur toute la société, sur la récupération des toxicomanes, pour les combattre à la drogue. Et c'est une nouvelle manière d'essayer de, de trouver une solution à un ancien problème. Et avec ça, je souhaite finir cet exposé et je vous remercie de toute l'attention et, et merci.